Par faute de moyens, eh bien, je ne sais pas, en 2100 combien, nous aurons des trams et des métros à Kinshasa. Bon, ce que j'allais dire par là, c'est que la RDC et sa capitale Kinshasa ont un élément majeur qu'ils pourraient aussi exploiter. C'est que la ville de Kinshasa est longée tout au long de la ville de Kinshasa. Elle longe le fleuve Congo. L'avantage, on peut être une des rares mégapoles au monde à pouvoir disposer de 5 moyens de transport importants, parce qu'on peut même faire le transport fluvial et lacustre. Donc, vous comprendrez que la piste de solution passe par l'amélioration des moyens de transport, qui demandent des moyens. D'accord, mais ces moyens, on les trouve parce qu'on les a. Ces moyens, ils sont où? Dans les poches de tous ces gestionnaires-là. Ces moyens sont dans leurs poches. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est les arrêter. Ceux qui ont volé, on les arrête, on les dépouille de tout ce qu'ils ont volé, on reverse ça dans les caisses de l'État, on coince ceux qui sont en poste maintenant, afin que celui qui vole se retrouve en prison, manu militari, rapidement, illico presto, et à partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte que plus de 90% du potentiel de la République, en termes de budget, en termes de finances, est volatilisé. Imaginez-vous quelqu'un qui vient à la douane, qui doit payer 20 000 $. Il tombe sur un cadre de l'OFIDA, véreux, qui lui dit, écoutez, vous devez payer 20 000. Non, faites ceci, donnez-moi 5 000, je vous fais une déclaration de 2 000. Donc ce monsieur, en tout pour tout, il a dépensé 7 000 $. Mais la République a perdu 13 000 $. Et elle aura même perdu plus de 13 000 $, parce que dans les 2 000 $ déclarés de la République, il y a peut-être 500 qui arrivent. Donc vous vous rendez compte qu'avec une politique de gestion rigoureuse, une politique où on arrive à mettre un terme à la corruption, à la fraude généralisée, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut décupler notre budget en moins de 2 ans. Un budget qui est de 7 milliards aujourd'hui, de 4 milliards exactement, avec 3 milliards qu'on attendait des partenaires occidentaux qui ne se sont pas exécutés, on connaît le résultat. Même un budget de 4 milliards, 5 milliards, si on le décuple en 2 ans, ça fait 50 milliards $. Avec 50 milliards $, on ne sait pas assainir pas la ville de Kinshasa, mais toute la République. Vous avez dit que vous êtes opposant des propositions. Qu'est-ce que vous proposez à l'État congolais pour assainir ces caisses? L'État congolais, ce qu'il doit faire d'abord, c'est respecter la justice. Rien ne peut se faire sans la justice. Et lorsque je dis la justice, c'est-à-dire la vraie justice qui est au service du peuple, la vraie justice qui n'est pas au service des autorités politiques. C'est-à-dire d'abord commencer par respecter la séparation des 3 pouvoirs, qui sont le pouvoir législatif, exécutif et le judiciaire. Les séparer. Donner les moyens aux juges et aux magistrats de pouvoir faire leur travail. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui, circuler dans les parquets, et vous verrez à quel niveau les agents du parquet et les auxiliaires de la justice, c'est-à-dire les juges, les magistrats sont paupérisés, réduits à leur plus simple expression. Avec ça, comment voulez-vous que les gens ne volent pas? Aujourd'hui, dans tous les parquets de la République, s'il n'y a pas d'infraction qui se fait, vous voyez que le magistrat est même prêt à sortir dans la rue, demander à ce que... idioté. Parce qu'ils ne vivent que sur le dos du citoyen. Je les condamne, oui, mais je les comprends. Dans la mesure où on ne peut pas demander, on ne peut pas parler de tolérance zéro sans commencer par payer des personnes qui travaillent pour l'État correctement et régulièrement. De sorte que si ce salaire leur permet de nouer les 2 bouts du mois, là vous pouvez sévir en vous disant qu'il n'y a aucune raison que vous puissiez voler plus que ce que l'État a promis de vous donner et vous donne et que vous permet de vivre. C'est ça le problème. Même chose pour les policiers. Même chose pour les roulages. Vous avez vu quand même le phénomène qui se passe actuellement sur les atolls de Kinshasa. Mais la police de roulage, c'est devenu... je ne sais pas, c'est devenu un fléau. Un fléau. Beaucoup d'accidents sont causés juste parce que un chauffeur voit un roulage venir vers lui, il panique, il essaie de faire, il conne des gens. C'est devenu un fléau. Mais même ces roulages-là, Mboteli, Kassou, ceci, cela, pour que ça s'arrête, que faut-il commencer par faire? Payez-le correctement et ensuite contrôlez-les. Je vais maintenant faire une proposition, sans entrer dans les détails, parce qu'après, ils vont essayer de la mettre en application de la mauvaise manière, échouer puis dire, d'ailleurs c'était l'opposition qui avait proposé ça, ou l'un des 2 seuls leaders de l'opposition qui reste, en l'occurrence M. Daniel Manateba. Je crois qu'aujourd'hui, avec la pléthore d'agents de la fonction publique qu'il y a,
pléthore d'argent d'ailleurs que le FMI et la Banque mondiale demandent de dégraisser. C'est une des conditions, je dirais, c'est un des éléments mis en exergue par le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire la réduction des effectifs au niveau de la fonction publique. Mais qui dit réduction des effectifs au niveau de la fonction publique, qui dit création de chômeurs? Or, la politique du gouvernement dans ses actes prioritaires est la création d'emplois. Que faire? Madame, ce que je vous dis, c'est une expérience que je tire de différents pays dans lesquels j'ai eu à circuler. Et dans tous ces pays-là, ça a marché. Je ne pense pas que le Congolais soit plus bête. Il faudrait qu'on puisse créer un office que moi, j'ai appelé dans le fascicule que j'ai pu composer, l'Office congolais de répression de la fraude et de la corruption, l'OCREF, où seraient reversées toutes ces personnes en dehors des effectifs de la fonction publique, où toutes ces personnes qui constituent l'excédent dans les effectifs de la fonction publique. Quel travail auraient ces gens? Il faudrait d'abord qu'il y ait un budget propre alloué à cet office, l'OCREF. Ensuite, faire en sorte, en partenariat avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, de former ces personnes-là à une certaine forme de surveillance. Je suis désolé, mais c'est tout simplement en français ce qu'on appelle de la délation. Mais on se rend compte qu'au Congo, à un certain moment, même la délation devient nécessaire parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Vous dites à ces personnes-là, vous en prenez 100 000 par exemple. 100 000 personnes ou allons même plus loin pour que ce soit vraiment plus percutant. 200 000 personnes de la fonction publique. Vous leur dites, vous aurez un salaire mensuel de 300 $. 200 000 fois 300 $, ça vous fait 60 millions de dollars par mois. Sur l'année, ça vous fait 720 millions. Et vous vous direz, mais avec un budget de 4 milliards, de 5 milliards, on va donner 720 millions juste pour ces gens-là. Mais non, que se passera-t-il? Ces personnes continuent à travailler ou on les mute dans les différentes provinces, des différentes structures dans lesquelles ils n'ont jamais travaillé et où ils ne connaissent personne, personne ne les connaît. Mais ils apparaissent là en tant qu'agents de la fonction publique, mais qui n'émargent pas au budget de l'État en tant que membres de la fonction publique. 300 $ le mois, maman, Nana, je vous garantis que ces gens-là feront un boulot sérieux, avec la mise en garde du fait que ces personnes-là, dès qu'on les attrape, la main dans le sac, dans une affaire de corruption ou de perception même d'une prime ou d'un pourboire, elles-mêmes seront sauvées par d'autres qu'elles ne connaissent pas. On vous attrape, c'est 5 ans de prison et vous signez. 5 ans de prison. Que se passera-t-il? Lorsque ces personnes seront dans toutes les structures administratives de la République, incognito, au départ, les gens prendront ça à la rigolade. Mais vous savez, dès que ces personnes-là constateront qu'un directeur tel, un sous-directeur tel, un agent tel a bouffé autant pour ceci, cela, ces personnes-là envoient juste un texto. Vous faites une opération ici de corruption ou quoi, 5 minutes après, des inspecteurs débarquent, on vous ramasse, on vous emmène, la main dans le sac. Quand ça se reproduira une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, les gens en auront peur. Surtout ce qui leur fera peur, c'est qu'ils ne seront pas en mesure de détecter qui fait partie de cette OCREF. Et vous verrez que pour finir, la corruption s'arrêtera d'elle-même. On ne mettra pas fin à la corruption et au détournement des deniers publics par des campagnes de sensibilisation. Il faut des actions fortes. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je fais une opposition non seulement de dénonciation, mais aussi une opposition de proposition. Voilà une des propositions que je fais en précisant, encore une fois, que je ne suis pas demandeur de poste. Je ne suis pas demandeur d'emploi. Je ne fais pas cette proposition ou ce travail intellectuel pour être promu à un poste, d'ailleurs, que je n'accepterai pas, dans la mesure où je considère, moi, que je ne peux pas travailler avec cette majorité, mais je ne peux pas non plus laisser mon pays sombrer pour pouvoir dire demain, j'avais raison, nous avions dénoncé, mais voilà, voilà, voilà. Non, nous sommes appelés à gérer ce pays demain. Et notre souhait serait qu'on puisse trouver le pays, lorsque nous serons amenés à le gérer, dans les meilleures dispositions possibles et dans le meilleur état possible. Voilà la proposition de Daniel Monanteba. En créant l'OCREF, comment l'État va gagner tout cet argent? Mais c'est le nœud, c'est le nœud, c'est le socle de l'économie congolaise. Je vais être un peu plus précis. Je vous ai fait un léger petit calcul qui fait que la masse salariale de ces personnes peut être de 720 millions l'an, n'est-ce pas? Or, si au bout de 3 mois,
passif. L'État devra obtenir des résultats au bout de 3 mois. Si les recettes de l'État étaient de 400 millions par mois, qui font 4 milliards 800 millions à la fin de l'année, je vous dis qu'on peut décupler les recettes de l'État en moins d'une année. Mais si on multiplie ne fût-ce que les recettes de l'État par 5, si on multiplie ne fût-ce que le budget de l'État par 5, au lieu de 5 milliards, le budget atteint 25 milliards. Mais sur les 25 milliards, Maman Nana, est-ce que 300 $ le mois pour ces agents qui font 720 millions l'an serait trop demandé? Vous faites 25 milliards moins 720 millions, ça vous fait 24 milliards 280 millions. Vous ôtez ça des 5 millions du budget précédent, ça vous fait 19 milliards 280 millions. Et 19 milliards 280 millions d'augmentation du budget sur une année, c'est peu. Vous accusez les agents de l'État, mais ne pensez-vous pas que la population aussi est à la base de ces détournements? Quand il faut payer à la caisse de l'État, on préfère négocier avec l'agent qui est devant nous. Je viens de vous expliquer. L'État va gagner tout cet argent parce qu'une fois qu'on met fin à la fraude, au détournement, mais tout cet argent que les gens préféraient corrompre, les agents percepteurs refusant de se faire corrompre dorénavant, mais écoutez, c'est le total qui va entrer dans la caisse de l'État. Mais ça passera aussi par quoi? Il faudra, pour encourager aussi les importateurs et les contribuables à payer de bonne foi toutes leurs taxes, impôts et consorts, je crois que la pression fiscale est trop forte en RDC. En termes d'IRL, impôt sur le revenu locatif, en termes d'impôts fonciers, en termes d'impôts sur les bénéfices, en termes de différents impôts et taxes, je crois que ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte que vous avez une entreprise. Toute taxe cumulée, vous vous rendez compte que sur la vente d'un produit ou d'un bien, sur les bénéfices générés par vos biens, si vous avez acheté un produit que vous vendez à 100 $, vous le vendez à 120 $. Mais toute taxe cumulée, parce que c'est ça qu'on ne nous trompe pas, parce que c'est la vérité, vous vous rendez compte que sur les 20 $ de bénéfices, vous en perdez encore au moins 8 ou 9, parfois même 10 que vous payez à l'État. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut réduire l'imposition. Vous comprenez? Il faut réduire la taxation. L'assiette des taxes, l'assiette de l'imposition, de l'impôt, il faut réduire. Si vous avez 1000 personnes à qui vous imposez de payer 500 $, ça vous fait 500 000. Mais ces 1000 personnes, sur les 1000 personnes, il y en aura peut-être que 200 qui paieront 500 $. Et encore, il y en aura peut-être 100 qui paieront 500 $. Ça vous fait 50 000. Tous les autres préféreront payer un 20, un 30 ou corrompre carrément les agents de l'État qui font des faux papiers, qui déclarent que vous avez déjà déclaré. Ça passe aussi par l'informatisation des services percepteurs et des services de l'État. Ça, c'est encore un autre débat. Mais si vous réduisez ces taxes, et vous vous rendez compte, en fin de compte, vous avez peut-être reçu 70 ou 80 000 $ d'argent engrangé et recueilli. Mais si vous réduisez la taxe de 500 à 200, en mettant en place les mesures telles que je vous ai parlé de l'OCREF, au lieu de 1000 personnes, avec la baisse de la taxation, vous vous rendez compte qu'il y aura une augmentation même d'opérateurs économiques, qui ne seront plus 1000, mais qui seront peut-être 5000 parce que les taxes ont baissé. Mais sur ces 5000 à 200, vous avez 1 million, au lieu des 60 000 ou 70 000 que vous avez d'habitude. Vous me demandez où l'État va trouver cet argent, mais c'est là que l'État va trouver cet argent. Ce sont des petits principes simples, mais je comprends qu'à un certain moment, quand on est trop élevé dans la hiérarchie et dans la nomenclature politique, quand on se retrouve ministre, PDG, on est tellement près du ciel que parfois les courants d'air vous empêchent de réfléchir. Et je crois que c'est ce qui arrive. Est-ce que vous, si un bureau de la commune, vous avez votre nganda ou quoi, il y a ce qu'on appelle les gens de l'environnement. Si leur bureau est à 100 mètres et qu'au bureau on vous dit de payer 1000 francs, un agent de l'environnement vient, vous demande 1000 francs. Vous le payerez ou vous irez au bureau? Vous irez au bureau, quitte à marcher, pour sécuriser vos 1000 francs. Mais lorsque le bureau vous dit 1000 francs, l'agent de la rue vous dit 150 ou 200, et qu'il est prêt à vous faire toutes les quittances qui vous justifient, vous. Pour le reste, c'est à lui de se justifier. Mais vous payez 200.
je vous dis, vous posez une question qui se retrouve dans la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. La baisse du taux d'imposition. Pour ce qui est des Congolais aussi, ben écoutez, est-ce que le Congolais détourne dans les caisses de l'État? Vous parlez de l'insécurité. Quelle lecture faites-vous de la guerre à l'Est? Je pense que l'insécurité, il n'y a pas d'insécurité à l'Est. Je pense qu'il y a de l'insécurité partout au Congo. L'insécurité, ce n'est pas seulement recevoir une balle d'un rebelle ou de soldats rwandais camouflés dans le CNDP ou des troupes de Bosco Taganda. Une balle qui tue à l'Est, une balle d'un soldat des troupes de Taganda qui tue à l'Est, a le même effet qu'une balle d'un incivique ou des déserteurs qui tuent à Kinshasa. L'insécurité est dans tout le pays. L'insécurité à l'Est a ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une sécurité récurrente dont on ne connaît pas les causes. À Kinshasa, nous savons que les causes, c'est pas seulement la misère, mais l'accroissement d'un taux de banditisme urbain assez important. Et en général, quand il y a accroissement du taux du banditisme urbain, ça amène des viols, ça amène des assassinats ciblés ou pas. Mais dans le cas de l'Est, c'est qu'on nous parle d'une pseudo-rébellion. Je viens de suivre le rapport de Human Rights Watch qui a confirmé une fois de plus que le Rwanda soutenait la rébellion du CNDP, M23 et alliés et consorts. Bon, j'avais entendu aussi le gouvernement par la voix de son porte-parole, si je me trompe, à moins que je me trompe, qui était monté au créneau pour dire que le Rwanda ne soutenait en rien ces pseudo-rébellions. Eh bien, j'ai été plus que surpris encore hier d'apprendre dans le compte rendu, dans le premier bilan officiel de cette guéguerre-là à l'Est, j'ai entendu le gouvernement dire qu'il y a 234 plus ou moins morts dans les rangs des rebelles, et je suis heureux de constater qu'aucun de nos militaires n'a été tué, jusqu'à preuve du contraire. Je suis heureux d'apprendre qu'il y a 300 et quelques blessés, mais là où j'ai un peu tiqué, c'est lorsque le